La communauté internationale se retrouve devant un opposant qui est rusé et qui a aussi recruté des grands avocats. Et il faut savoir que le régime Biya, c'est tout un chapelet de plaintes, long comme le bras. Mais sûr que lui, il vendait les ressources du Cameroun qui pouvaient corrompre les diplomates. Biya ne s'est jamais soucié des droits de l'homme, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ceux qui disent donc aujourd'hui qu'on est contre Paul Biya, bien au contraire, devraient regarder ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe donc maintenant? C'est que c'est l'équilibre de la force, voire de la terreur. Parce que Biya a écrasé tous les Camerounais, tous les opposants, les a envoyés en exil. Et Issa Chiroma est en train de résister. Je vais un peu vous donner le dernier rapport de Human Rights Watch. Mais avant d'arriver à ce rapport, sur ce qui se passe actuellement au Cameroun, et sur ce qui risque d'arriver au ministre de Biya, à la famille de Biya, nous prenons seulement les démarches de la communauté internationale et aussi des crimes que Biya a eu toujours à faire à chaque élection. Les marches pacifiques, par exemple, de janvier 2019, je crois que vous le savez, nous étions encore avec Kamto. Les militants avaient été tabassés, molestés, et on sait que 250 avaient été arrêtés pour des marches blanches qui sont reconnues par la Constitution. On n'avait rien cassé. Parce qu'on est en train de dire là, oh, les gens ont cassé, on fait ceci. Les gens de Kamto avaient cassé quoi? Rien du tout. Mais ceux qui sont avec Biya étaient en train d'applaudir. La communauté internationale s'est tue. Le 8 janvier 2019, je prends encore une autre marche de libération pour les prisonniers politiques. Personne n'a rien cassé. On demande l'autorisation et tout et tout. Bien au contraire, au lieu de libérer les prisonniers, on a encore arrêté 350. On a jeté en prison. Sans pour autant oublier les blessures, les tirs. Vous vous souvenez d'ailleurs d'Njamin aujourd'hui qui va être ministre, qui a eu sa blessure par balle, à la jambe, à la cuisse. Vous vous souvenez de Ndoki? Et puis ils ont été jetés à Kondengui. Vous vous souvenez quand ils ont été à Kondengui? Qu'avaient-ils fait? Kamto, Paul-Éric Kingay, Fogué, non, je crois, oui, non, Fogué, il est encore en prison avec Bibou Nissa. Lorsque vous regardez tout ce monde qui est passé donc en prison, je crois même qu'il y avait aussi l'artiste Valsero. Ils ont été jugés comme des terroristes. La loi antiterroriste. On saisit la communauté internationale. Paul Biya s'en moque. Jusqu'à présent, les gens sont en prison pour 7 ans. Pour Paul Biya, qui aime son peuple, qui est le démocrate. Avant cela, comme je le disais en 2008, vous savez que quelqu'un qui change de constitution chaque fois, et comme j'ai dit l'article 6 alinéa 1 et 2 même, c'était écrit, et c'est Paul Biya qui avait juré ça au Camerounais, que le président de la République est, voilà, son élection est renouvelable une fois. Ça, c'est la loi de 96. Et on y est avec un amendement. La répression qui s'en est suivie.
Comme d'habitude, on a créé le commandement opérationnel. On a zigouillé les gens, on les enterrait, on brûlait les corps. Voilà Paul Biya. Et les gens disent que non, on doit résoudre nos problèmes et machin. Qui va juger Paul Biya? Qui va juger ces gens? À chaque élection, à chaque ceci et cela, vous violez la constitution, vous ne respectez aucune règle du jeu. Continuons. Et comme d'habitude, vous savez que ils ont toujours les mêmes mots. Pendant qu'on parlait des centaines de morts, les autorités camerounaises avaient dit il y a eu 40 morts. Et c'était la légitime défense. Exactement comme aujourd'hui, ils disent que c'était les jeunes drogués qui s'attaquaient aux policiers et aux gendarmes. Donc, les gendarmes étaient en légitime défense. Ils ont donc bombardé. Ils étaient donc obligés de tirer, de tuer. La communauté internationale a fermé la bouche. Depuis 2018, il y a des alertes encore parce que le régime Biya n'a fait que durcir. Le 18 novembre 2018, c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas les Européens, ce n'est pas ceci et cela. C'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Paul Biya est panafricaniste, non? Donc, la CADHP, qui demande à Paul Biya d'arrêter d'assassiner et surtout d'assurer un espace démocratique pour les acteurs de la société civile, de l'opposition, les journalistes, les avocats, les activistes des mouvements pro-démocratie. Paul Biya a bouché ce tympan. Maintenant, les États-Unis entrent en danse. Vous vous souvenez, il y avait Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Il arrive au Cameroun en 2019. Il offre un tableau à Biya. Il va demander à Biya de résoudre la crise anglophone et d'aller au dialogue et d'arrêter les assassinats, que c'est bien trop. Il s'en va, il tourne le dos. Les soi-disant panafricains qui aiment entendre que le Cameroun, c'est le Cameroun. Oh, mon frère, les États-Unis, vous ne pouvez rien. Oh, on n'est pas la Libye, on n'est pas la Côte d'Ivoire, on n'est pas... Ils ont commencé à insulter le monsieur. Il est parti. Ce n'est plus lui. Cette fois-ci, donc, on se retrouve avec en avril. C'est-à-dire que un mois après, parce que lui, il était là en mars. En avril 2019, rappelez-vous, le Parlement européen adopte une résolution demandant au gouvernement camerounais de mettre un terme au harcèlement, à l'intimidation des militants politiques, ouvrir un espace de libre expression à la société civile. C'est le Parlement européen. Paul Biya prend avec les Atangans Ngongo, puisque c'est à cette époque-là, c'est Ngongo qui est déjà président. Puisque Paul Biya a déjà signé un décret lui attribuant justement les fonctions de président sur haute instruction. Il dit que c'est on s'en fout, j'ai l'oublié, j'ai ceci, j'ai cela. Rien. Aucune amélioration. Ils accélèrent plutôt les assassinats, les enlèvements, les tueries. Je
prends plusieurs personnalités différentes et plusieurs pays qui interviennent. Parce que vous croyez que le Cameroun peut décider seul de ce qu'il veut. Mais pour aller demander l'argent au FMI, à la Banque mondiale, c'est là où le Cameroun a besoin de, oh, vraiment, pitié et tout et tout. Nous voulons ceci et cela. Vous avez ratifié les accords. Continuons d'abord. Un mois plus tard, regardez que nous sommes la même année. Mars, avril, mai. Cette fois-ci, c'est l'ONU. L'ONU envoie Michel Bachelet, qui est haut commissaire des droits de l'homme. Il vient rencontrer Paul Biya pour lui soumettre le dossier lourd du Cameroun. Que papa ne peut pas continuer comme ça à te protéger. Quand elle sort de l'audience, elle dit, les Nations Unies expriment leurs préoccupations auprès du gouvernement camerounais concernant la réduction de l'espace civique. Nous sommes en mai. Le même mois de mai, c'est une Africaine qui arrive, une Rwandaise, qui est secrétaire générale de la francophonie. Louise Mushikiwabo. Elle vient rencontrer Biya avec des rapports qui montrent que les prisons camerounaises, et il y a des disparitions, et il y a des assassinats de journalistes, et il y a des ceci et cela, et il y a des viols, et il y a des enfants qui sont... C'est la cata. Elle dit à Biya que c'est quoi? Biya dit que voilà, vous allez donner le secrétaire général, il va prendre les dispositions, que ça s'améliore le Cameroun. Je n'étais pas au courant de ça. Dans le même mois de mai, parce que la France est acculée par les Nations Unies, le Parlement européen, c'est donc là où nous sommes à la fin du mois de mai. Complètement. Jean-Yves Le Drian, qui a pris le temps de contacter le gouvernement camerounais, est obligé d'aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale de la France. Parce que la France a déjà trop couvert, la France a déjà trop empêché, la France sait ce qui se passe au Mouzo, avec les armes que la France livre, et il y a des bébés qui sont assassinés, il y a des prêtres, il y a ceci, il y a cela, les États-Unis n'en veulent plus. Les États-Unis sont dans toute la colère, que ben, c'est pas possible. Nous, on a déjà abandonné, on a rompu les accords de formation avec cette armée, mais c'est pas possible. Et on est en train d'aller où là? Il va déclarer. Parce que Jean-Yves Le Drian est ministre des Affaires étrangères. Il déclare devant l'Assemblée nationale des députés. Nous souhaitons, parce que d'ailleurs, à cette époque, je crois que Camp Pluton est encore en prison, que non seulement le Cameroun doit améliorer les conditions des droits de l'homme, le respect de la loi, la justice indépendante, et après il va demander que Maurice Kamto soit aussi libéré. Bon. Voilà l'élection de 2025 qui arrive. Le Cameroun se sait observer qu'il n'y a jamais rien eu. Parce que Paul Biya réussit à offrir, à corrompre, à faire ceci et cela. C'est Ngongo qui entre en action. Mettons d'abord ça à côté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des assassinats. Il y a des arrestations. D'où donc ce rapport? Et il faut faire très attention.
Parce que quand vous commencez à voir des rapports de Human Rights Watch après une élection, que l'Union européenne ne vous a pas félicité, que les États-Unis sont en train de vous observer, que la Chine, à qui vous donnez les terres, n'a pas bronché, que les plus grands pays africains, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, n'ont pas bronché. Préparez-vous. Parce que le dossier, et nous, quand vous voyez les enfants assassinés, comment vous pourrez accepter que des gens soient en route, en train de tirer, qu'un Gongo, qu'un Tanganji dise que le Moulinex, je vais écraser, si vous sortez encore, vous allez faire ceci. Quel est cet État? Quel est cet État? Vous ne pouvez pas avoir le droit de vie et de mort sur des individus. Parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes président, parce que vous êtes secrétaire général. Et vous décidez que vous devez tuer des gens. Vous devez utiliser des armes létales, des armes de guerre contre votre propre peuple. Et vous croyez que la communauté internationale va vous regarder comme ça parce que vous êtes mort, parce que vous êtes le plus fort. Et c'est pour cela donc, écoutez bien. Issa Chiroma parle des forces de légitime défense. Ce n'est pas de la rébellion. C'est qu'il se base sur des faits de génocide ou alors de tuerie, d'atteinte grave aux droits de l'homme. Et c'est reconnu dans le droit international. Et même dans la charte africaine. Et ce qui lui donne les ailes et du zèle, c'est que justement vous allez voir le rapport que je vais vous lire. Parce que ce rapport s'appuie sur des témoignages. Vous savez, quand c'est arrivé là avec les Ouattara, avec les Gbagbo et tout, c'était le même schéma. C'était le même schéma. Le même schéma, avec témoignages, avec ceci et cela. D'autant plus que le Cameroun, c'est-à-dire que le régime Biya, il est resté dans la totale impunité. On vient, boum, on finit avec vous, après on s'en fout, on vous torture, on filme, on rigole, on dit allez, viens ici, et tout et tout. Vous croyez que tout ça est autorisé dans le monde entier? Parce que vous êtes un homme maintenu. Parce que vous dites que vous êtes un pays souverain. Et il n'y a pas de pays souverain en matière de torture, en matière d'atteinte aux droits de l'homme. Il n'y a pas. Voilà ce que le rapport de Human Rights Watch parle donc, dit. Je vous dis exactement. Les autorités du Cameroun ont répondu aux manifestations généralisées menées par l'opposition à la suite de l'élection du 12 octobre par une force létale et par des arrestations massives de manifestants et d'autres citoyens, a déclaré Human Rights Watch. Le Conseil constitutionnel a annoncé le 27 octobre que le président en exercice, Paul Biya, âgé de 92 ans, avait remporté l'élection avec 53,66% des voix. Son principal adversaire, Issa Chiroma Bakari, ancien ministre des Transports et des Communications, s'était proclamé vainqueur le 12 octobre, invoquant une fraude électorale. Paul Biya, qui est président depuis 1982, a prêté serment pour un 8e mandat le 6 novembre. Ouvrez les guillemets. La répression violente des manifestants et des citoyens ordinaires à travers le Cameroun met en évidence une tendance croissante à la répression qui jette une ombre sur l'élection, a déclaré Hilaria Allegrosi, chercheuse senior auprès de la division Afrique à Human Rights Watch. Et rappelez-vous que cette dame avait déjà fait plusieurs rapports, au moins 4 incendiaires. Et comme on aime toujours dire, ah, il y a quoi?
au Cameroun, on ne sait pas que un rapport vient s'ajouter sur l'autre rapport qui vient s'ajouter sur un rapport et que c'est ça qui vous noie. On continue. Ouvrez les guillemets. Les autorités devraient immédiatement mettre fin aux abus commis par les forces de sécurité, enquêter sur les incidents et poursuivre les responsables, et tous les dirigeants politiques devraient appeler leurs partisans à rejeter la violence. Fermez les guillemets. Human Rights Watch a mené des entretiens avec 20 personnes, dont des proches de personnes tuées ou blessées lors des manifestations, ainsi que des avocats et des membres de l'opposition politique. Ici, c'est des manifestations et des images. Voilà. Les manifestations ont éclaté le 26 octobre et se sont poursuivies pendant plusieurs jours dans plusieurs villes. Elles ont été suivies d'une opération ville morte entre le 4 et le 7 novembre. Après qu'Issa Chiroma Bakari a appelé, entre le 4 et le 5 novembre, après que Issa Chiroma a appelé les citoyens à rester chez eux en guise de protestation contre les résultats de l'élection. Depuis le 26 octobre, la police et les gendarmes ont réagi en utilisant des gaz lacrymogènes et des balles réelles pour disperser les foules. Les médias internationaux, citant des sources des Nations Unies, les médias internationaux, citant des sources des Nations Unies, ont déclaré que les forces de sécurité avaient tué 48 personnes lors des manifestations à travers le Cameroun. Des sources de l'opposition qui se sont entretenues avec Human Rights Watch ont plutôt estimé le nombre de morts à 55. Le 6 novembre, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication du Cameroun, a déclaré que plusieurs dizaines de personnes étaient mortes lors des manifestations et que des enquêtes étaient en cours pour déterminer le nombre exact des victimes. Certaines manifestations ont été violentes, la foule s'en prenant à la police et aux gendarmes en leur lançant des pierres et d'autres objets. Dans certaines régions, des manifestants ont érigé des barrages routiers et incendié et saccagé des bâtiments publics, des magasins et d'autres propriétés privées. Les forces de sécurité ont répondu avec une force meurtrière. Le 9 novembre, Issa Chiroma Bakari a lancé un ultimatum de 48 heures aux autorités camerounaises, exigeant la libération immédiate de toutes les personnes détenues depuis l'élection et déclarant que sans cela, le peuple se retrouvera en situation de légitime défense. Un homme a déclaré que les gendarmes avaient abattu son frère de 35 ans, un commerçant qui manifestait dans le quartier de Nouvelle à Douala le 28 octobre. Il a déclaré s'être rendu à l'hôpital La Quintini où les médecins m'ont dit qu'il avait été touché aux parties génitales. Il est mort le lendemain. Un autre homme a déclaré que la police avait tué son frère cadet, un étudiant en médecine de 34 ans, par balle, lors des manifestations à Douala le 27 octobre. Après avoir vu des images du corps de son frère circuler sur les réseaux sociaux, il a cherché dans divers hôpitaux de la ville, y compris un hôpital militaire, en vain. Il n'a jamais retrouvé le corps. Le 27 octobre, un plombier de 44 ans à Douala a été touché à l'estomac, alors que la police dispersait les manifestants avec des balles réelles dans le quartier d'Ari. Il est mort en route pour l'hôpital, a déclaré son frère. Un homme a déclaré avoir secouru son neveu de 15 ans, qui avait été blessé par balle, devant son domicile dans le quartier de Famlek à Bafoussam, où les forces de sécurité avaient tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles sur des manifestants le 28 octobre. La police et les gendarmes tiraient au hasard, a-t-il déclaré. Une balle lui a transpercé le dos et est ressortie par l'estomac. Les autorités ont également procédé à des arrestations. Le 6 novembre, le ministre de la Communication a déclaré que
plusieurs centaines de personnes avaient été arrêtées. Selon le groupe de 149 avocats formés pour fournir une assistance bénévole aux personnes détenues pendant et après les manifestations, les forces de sécurité ont arrêté jusqu'à 2000 personnes, dont plusieurs mineurs. Les autorités ont fourni des détails sur 105 personnes arrêtées le 26 octobre à Douala. Human Rights Watch a examiné 5 listes compilées par des avocats soutenant l'opposition qui contiennent les noms de 312 personnes arrêtées depuis le 26 octobre, dont 154 n'ont pas encore été présentées à un juge. Parmi les personnes arrêtées à Yaoundé, au moins 6 sont détenus au secrétariat d'État à la Défense 7, un centre de détention au sujet duquel Human Rights Watch avait précédemment documenté l'utilisation systématique de la torture. Des avocats ont déclaré à Human Rights Watch que les accusations portées contre les personnes détenues comprennent des charges d'hostilité envers la patrie, de révolution, de rébellion et d'insurrection. Ils ont ajouté que ces infractions avaient été appliquées de manière indiscriminée et n'avaient aucun rapport avec les actes de protestation réels. Certaines de ces infractions sont passibles de la peine de mort. Les avocats ont également signalé avoir un accès très limité à leurs clients, dont certains auraient subi des mauvais traitements lors de leur arrestation. Kenya Fabien, l'un des avocats, a déclaré que l'un de ses clients, un ingénieur civil de 63 ans, avait été battu lors de son arrestation le 27 octobre à Douala. Les gendarmes l'ont battu, ont déchiré ses vêtements et l'ont détenu sans explication, a-t-il déclaré. Mon client n'a participé à aucune manifestation, mais a été interrogé au sujet d'un message vocal qu'il avait envoyé dans un groupe WhatsApp familial exhortant ses proches à voter pour Chiroma. Selon Kenya Fabien, cet homme est en détention administrative depuis le 30 octobre, sans avoir été inculpé. Le président Paul Biya, dont la présidence est la plus ancienne au monde, dirige le Cameroun depuis 1982. Il a supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels en 2008 et réprimé systématiquement l'opposition et la dissidence. Au cours des mois qui ont précédé l'élection, les autorités ont encore restreint l'espace civique, imposant des restrictions sévères à la liberté d'expression, de réunion et d'association. La Constitution camerounaise protège les droits à la vie, à l'intégrité physique, à un traitement humain et à la liberté de réunion et d'expression. Le Cameroun est également un État partie à plusieurs traités internationaux relatifs aux droits humains, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit des protections et des garanties similaires. Le droit international, notamment dans le cadre de l'obligation de respecter les droits à la vie et à l'intégrité physique, interdit l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre et règlement des cas dans lesquels elles peuvent recourir à une force meurtrière. Les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu stipulent que les forces de l'ordre ne peuvent recourir à la force que proportionnellement à la gravité de l'infraction et que l'usage intentionnel d'une force meurtrière n'est autorisé que lorsqu'il est strictement inévitable pour protéger la vie. Les autorités camerounaises devraient libérer immédiatement toutes les personnes détenues en raison de leur participation à des manifestations pacifiques
ou pour avoir exprimé pacifiquement leur opposition au gouvernement, a conclu Ilaria Allegrosi. Toute personne ayant commis des actes de violence devrait être poursuivie de manière appropriée, dans le plein respect de ses droits, à une procédure régulière, y compris des droits à la liberté, sous caution, et un procès rapide et équitable accompagné d'une défense efficace. Après avoir donc entendu ceci, vous comprendrez donc pourquoi Issa Chiroma a donné un ultimatum de 48 heures au régime Biya pour libérer. Parce qu'il y a déjà des accords internationaux. Il y a des rapports qui le disent. Donc les gens disent que, oh, ça ne sert à rien, oh, il a fait ceci et cela. Attendez déjà couru. Pour dire qu'il libère les mineurs, pourquoi? Parce qu'il sait que le piment qui vient d'abord auprès de la communauté internationale, ça chauffe. C'est pour ça qu'il dit qu'il a libéré rapidement les mineurs. Or, ça ne va pas suffire avec ce qui est en train de se passer actuellement. Surtout que beaucoup disent que mais Issa Chiroma, il est porté disparu, il a trahi, il a fait ceci et cela. Mais qu'est-ce que vous en savez? Rappelez-vous que Issa Chiroma a parlé de légitime défense. Que le peuple aura droit à la légitime défense. Or, qu'est-ce que le régime fait? Il continue à faire des enlèvements, des arrestations, donc des kidnappings, des tortures, des violations aux droits humains. Quand Issa Chiroma prend cette couverture, beaucoup ne comprennent pas qu'il prend déjà la communauté internationale à témoin parce qu'il avait fait des messages. Quand vous voyez ce qu'il a fait en 84, vous voyez ce qu'il a fait en 92, vous voyez ce qu'il a fait en 2008, vous voyez ce qu'il a fait en 2014, vous voyez ce qu'il a fait en 2016, vous voyez ce qu'il a fait en 2018, vous voyez ce qu'il a fait en 2019, vous voyez ce qu'il fait en 2025. Me voici donc en fuite. Voyez le nombre de personnes qui sont là. C'est pour cela que vous voyez le régime Biya lui-même immédiatement a pris des dispositions pour se mettre là dans des villes. Entre-temps, Issa Chiroma, pendant qu'il négocie sur le plan diplomatique, parce que le régime Biya est maintenant coincé sur le plan diplomatique, et que les avocats de Issa Chiroma vont attaquer les pions, les éléments essentiels du régime, parce qu'on est en train de répertorier tous ces crimes-là. Mais au-delà de ça, vous avez peut-être écouté Benodo, qui a parlé des forces de légitime défense également. Mais pas que ça. Selon nos informations, actuellement, au sein de l'armée camerounaise, il y a des bruits. Parce que non seulement le tribalisme s'est installé, l'épuration, comme on a pu constater avec les arrestations de certains nordistes, de certaines communautés, l'armée est donc déchirée. Et actuellement, dans le Grand Nord, il y a une nouvelle force qui s'est créée. Ça s'appelle les forces invisibles. Les forces invisibles
sont constitués des hauts gradés de l'armée camerounaise qui sont en train même déjà de former d'autres, mais qui ne se sont pas encore prononcés. Or, derrière, le régime Biya n'a pas encore soldé la crise anglophone. Ça fait que les combattants anglophones se sont approchés des forces de légitime défense ou encore des forces de l'armée invisible. Parce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent, qui sont derrière. Si Issa Chiroma a peut-être privilégié le côté diplomatique, judiciaire et tout. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la situation du Cameroun, et surtout que beaucoup ont dit que ce n'est pas possible que Biya puisse encore voler cette élection, d'autant plus que les gens voient que l'installation de Ngongo et le passage à la vice-présidence, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, Biya n'a pas gagné une élection. Les Ngongo se décident que nous, on vole cette élection-là. Et par la suite, on fait notre micmac et on passe par la force. Viens m'excuser. Donc, comme je disais, dans tout ce qui est en train de se jouer actuellement dans les couloirs, il n'y a pas que le régime Biya qui est habitué à utiliser la force. Oh là 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 là. Veuillez m'excuser. Donc, je disais tantôt que le Cameroun se retrouve donc dans une phase très, très difficile. Difficile parce que cette situation peut entraîner des conséquences très lourdes. Les ambassadeurs se sont réunis. Et il y a aussi ce qu'on appelle le lobbying. Que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres machins, où on essaye de convaincre aussi les autres parce qu'actuellement la Chine est inquiète du fait qu'elle exploite le pétrole au Tchad. Le Tchad même est inquiet. La République centrafricaine est inquiète. Les États-Unis ont demandé à la France, mais il faut dire à ton gars là de trouver une solution pour pouvoir faire ceci. Parce que ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer malheureusement. Selon certaines de mes informations, certaines forces seraient déjà également stationnées quelque part, je ne sais pas. Et pourraient peut-être agir. Je ne sais quand. Ou comment. Mais moi, j'avertis toujours. Oh là 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 là. Je vous en prie. Je suis en direct et puis je suis un peu dérangé là parce que je suis appelé depuis un certain temps là et ça ne me permet pas de bien faire le direct. Mais veuillez m'excuser une toute petite seconde. Je vais écouter parce que c'est des informations qui me parviennent.
Donc, là où nous sommes, il y a des gens qui disent que, oh, la communauté internationale, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceci et cela? Mais si ça éclate, vous croyez que la communauté internationale ne va pas intervenir? Parce que Biya n'a pas réussi à contenir. Voilà un Cameroun qui est déjà divisé. Or, les accords qui ont été déjà signés, ce n'est pas totalement les accords. Mais actuellement, les anglophones se disent qu'à partir de cette crise, il faut en finir avec le régime Biya. Puisqu'ils savent que c'est Ngongo Bondayolo qui ont organisé ça. Et les plaintes sont d'ailleurs ici déjà déposées en France. Bondayolo ne le sait pas. Puisque Bondayolo est français. Il faut savoir que la femme de Bondayolo est française. Et que Bondayolo a des maisons, des appartements et a créé une structure en France. Hein? On a vu Bondayolo faire des tortures contre des enfants, utiliser l'armée, maltraiter Martinez Zogo et au-delà de ça, impliqué dans beaucoup d'enlèvements. Donc ces gens sont d'abord des Français. Paul Biya est français. Chantal Biya est française. Les Blenda sont français. Les Ngongo sont américains. Comment les gars là vous trompent que oh, on est souverain, on est ceci et cela. Ils vous trompent même comment? Ils vont passer par où? Ce qu'ils sont en train de créer là. Parce que justement, la coalition entre les forces de défense légitimes. Parce que, pourquoi est-ce que Issa Chiroma a commencé à annoncer forces de défense légitimes? Parce qu'il ne veut pas comprendre cela comme une rébellion. Il parle de président élu. Donc, on a volé son élection, on a volé les suffrages du peuple, et on se met à arrêter, à tuer le peuple, on se met à organiser le génocide, égal légitime défense. Vous ne pouvez pas venir avec les armes, et vous allez dire que les autres vont se taire. Ils vont vous supporter comme ça, parce que vous êtes habitués à le faire. Issa Chiroma leur a dit, je vous connais trop bien. Et les voilà qui sont donc en train de tomber dans le piège. Bondayolo, il envoie les Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Mais tu es français, gars. Tu vas échapper comment? Même si tu étais tout simplement camerounais. Tes biens sont ici. Même si c'est n'importe où. On va les récupérer. C'est ça la réalité. Surtout que vous êtes en train d'organiser un génocide. Même au sein de l'armée. L'armée est actuellement divisée. Et ça, il faut faire très attention. Quand cette armée est déjà divisée, ça peut arriver n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle heure. Mesdames et messieurs, écoutez d'abord Ben Moudou qui vous parle justement de la création des forces, de ces forces de légitime défense. Et selon mes informations, je vous dis selon mes informations, il y a des choses qui sont déjà entrées. Vous allez dire que comment et tout. Vous utilisez les mercenaires israéliens, les machins et tout, ils consortent tout là. Vous voulez quoi? Vous avez les milices et tout ça. Voilà donc le Cameroun de Biya. Voilà le Cameroun de Biya. Et le pire, comme j'ai dit, il se reposait sur l'armée. Mais aujourd'hui, lui-même a divisé cette armée où on est en train de s'observer. Écoutez. Madame, vous avez annoncé la création des forces de légitime défense du Cameroun, FLDC, selon vous, qui ont pour but, selon vous, d'empêcher le génocide en préparation et rétablir la vérité des urnes
c'est quoi les forces légitimes de défense du Cameroun? Vous créez un groupe de rebelles? Well, on donnera le nom qu'on voudra, mais nous avons pris la communauté nationale et internationale à témoin. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Numéro un, nous savons tous, que ce soit la communauté nationale, la communauté internationale, tout le monde sait qu'il y a eu une élection au Cameroun. Tout le monde a vu en Mondovision la fraude. Tout le monde sait qui a gagné ces élections. Ça, c'est le point numéro un. Le monde entier a vu, il y a une dizaine de jours, comment le peuple camerounais s'est levé pour contester les résultats de cette élection. Parce que le peuple camerounais ne se reconnaît pas dans les résultats de cette élection. Donc, le peuple, de manière pacifique, a décidé de protester. Et devant la face du monde, on a vu des ressortissants d'une certaine ethnie qui sont dans l'armée tuer de manière systématique les membres du peuple camerounais. De manière systématique. Officiellement, on dit c'est une quarantaine de morts. La réalité est qu'il y a plus de 200 morts. On sait aussi que ce régime-là, le régime de M. Biya, n'en est pas à sa première tentative. En 1984, en prétextant un coup d'État, on a vu des milliers de ressortissants du Nord être tués devant la face du monde. On l'a vu. Donc, nous savons donc, un, que le régime de M. Biya l'a fait avant, c'est-à-dire a mis des gens en prison simplement parce qu'ils ressemblaient à des gens qui sont du Nord, a tué les ressortissants du Nord simplement, et c'était même pas sûr qu'ils étaient tous ressortissants du Nord, parce qu'on vous regardait et on se disait, bon, vous ressemblez à quelqu'un du Nord, et c'était suffisant pour que vous soyez exécutés. On l'a vu, ça c'est un fait historique au Cameroun. On a vu il y a une dizaine de jours le régime de M. Biya tirer sur des gens qui n'avaient pas d'armes. Et on a découvert plus tard qu'en réalité, le régime de M. Biya avait décidé de priver les autres membres de l'administration de munitions, les autres membres de l'armée de munitions, et n'a donné des munitions qu'à des ressortissants du Sud et à quelques ressortissants de la région du Centre, à qui ils ont fait confiance. Alors, on se pose la question, pour quelle raison un pouvoir, un gouvernement, choisirait-il d'équiper une partie de son armée simplement à cause de l'origine de ces personnes? Il faut également savoir qu'il y a un fait qui date d'un mois, parce que le 12 octobre, M. Chiroma a battu M. Biya à plat couture au sein de l'armée camerounaise. Donc, dans des endroits comme le quartier général, M. Chiroma a gagné avec plus de 69%. Quand vous faites l'ensemble des casernes sur le territoire national, M. Chiroma a gagné par plus de 60%. Donc, ce régime est donc aujourd'hui au pied du mur, dans la mesure où vous constatez que même au sein de l'armée, il y a de véritables problèmes. Et cette armée, justement, aussi est consciente qu'aujourd'hui, beaucoup de leurs patrons, des hauts gradés, qui gagnent des marchés, sont sous la férule de Ferdinand Ngongo. Cette armée est aussi épuisée parce qu'elle ne peut pas aller dans plusieurs fronts. Et ils savent que si on déclenche une guerre ouverte, comme on a fait contre les Ambazoniens, mais avec le Grand Nord, ce sera encore terrible. Parce que là-bas, non seulement la population sera le triple, mais surtout, ils n'ont plus de moyens, de possibilités.
Sans oublier également que la communauté internationale va aussi braquer des phares. Voilà pourquoi est-ce que ceux qui sont actuellement à Yaoundé, qui ont balkanisé l'armée, qui ont tribalisé l'armée, commencent donc à faire une distribution d'armes ou de munitions en fonction des communautés. Ce qui crée encore un malaise auprès même de l'armée. Actuellement, au sein de l'armée, ils ne se cachent plus. Des gens vous disent, si ça déclenche, je vais défendre ma communauté. Voilà comment est-ce que Paul Biya a donc réussi à diviser cette armée. Parce qu'il y a d'abord eu l'épulation quand il est arrivé au pouvoir, et maintenant il y a eu le tribalisme lorsqu'on voit par exemple que dans les régions anglophones, lorsqu'il envoie les gens du haut commandement parfois là-bas, ce sont souvent des gens qui ont ce qu'on peut appeler des accroches ou alors qui ont une certaine familiarité avec sa communauté. Aujourd'hui donc, ce qui est en train de se préparer, ce qui est en train d'être fait, même si on voit que c'est le calme plat, c'est parce que les équipes sont en train de se former. Et ces équipes, selon des informations, c'est des groupes et des groupes. On ne sait pas par où ils sont, là ils sont entrés, comment ils sont financés, mais toujours est-il que aujourd'hui, c'est une affaire de gangang de Ngongo contre maintenant Chiroma, et pas seulement Chiroma. Il y a des anglophones et il y a d'autres mécontents qui sont en train de s'ajouter. Dites-vous. Mais il y a une réalité quand même aujourd'hui, c'est que après les émeutes, après la ville morte, il y a un phénomène que les gens essayent d'évoquer, mais sans véritablement rentrer dans le fond. C'est le bruit sourd de la grande muette, parce que l'armée aujourd'hui est habitée par beaucoup de soucis, et on parle même au sein de l'armée d'une relative, on ne va pas dire sécession, mais il y a des tensions entre les différents corps. Dites-nous un tout petit peu, vous qui les connaissez si bien. Vous savez, il y a un véritable problème au sein de l'armée. Et c'est pour ça, pour commencer, je vais dire à nos hommes en tenue que être militaire, policier ou gendarme n'est pas synonyme d'être bête. Monsieur Mouda, notre armée est en train de traverser une crise. Et cette crise va créer des problèmes. Et l'armée est-elle avec le peuple ou joue-t-elle le rôle de bras armé du régime, de quelques-uns? Si nous partons du fait que Paul Biya a perdu dans les casernes, dont l'armée a voté contre Paul Biya, il est clair que l'armée est avec le peuple et contre le régime. Mais alors, il y a un autre phénomène qui crée la scission que nous parlons aujourd'hui. Depuis cette élection, M. Mouda, il y a un véritable souci. Notre armée est divisée. Et ceux qui sont pour Biya, qui sont en majorité de la tribu de Biya, mettent en mal l'unité de notre armée, M. Mouda. Est-ce que vous vous rendez compte, que tous les pro-Chiroma au sein de l'armée, beaucoup sont mis de côté. Certains même sont exécutés, tués. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que les Mousgoum, par exemple dans l'Obir, Bouscoum, Toupouri et autres, on leur a retiré les munitions. Ils ont des armes aujourd'hui sans munitions. Monsieur le commissaire, il y a quand même une réalité. Avant ce fait, on va dire, au début des conflits au Lozo et notamment également des batailles avec Boko Haram, il y a quand même quelque chose qu'on a constaté
notamment parmi les morts de l'armée. Vous en avez parlé d'ailleurs. Oui, j'en ai parlé, M. Moda, j'en ai parlé. Et ça, dès aujourd'hui, je vais attirer l'attention de tous les Camerounais et du monde entier. Désormais, parce qu'en fait, moi je me suis livré, moi je connaissant le tribalisme au sein de l'armée camerounaise, depuis ce conflit, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai établi une carte, la carte du Cameroun, avec les arrondissements du Cameroun, les 380 arrondissements du Cameroun. 380, 360? Non, 380. Ok. À peu près. Oh, oui, 380. Donc, j'ai établi la carte du Cameroun avec les arrondissements. Monsieur Mouda, vous savez ce que je fais depuis le début de ce conflit au Nozo et à l'extrême nord avec Boko Haram? À chaque fois que nous avons les morts de nos forces de défense et de sécurité, et qu'on nous donne les noms et les filiations, je mets des points rouges dans les arrondissements d'origine de ces victimes dont ma tenue. Je mets les points rouges. Au départ, M. Mouda, au départ de ces conflits, les points rouges étaient sur l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire, arrondissement après arrondissement. Mais depuis juste un an, entre 8 mois et 1 an après, les points rouges ont commencé à se limiter à certains arrondissements, tout au moins certains départements du Cameroun. Certains départements de certaines régions. De certaines régions du Cameroun. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce qu'en réalité, le régime a décidé d'envoyer dans les zones de combat et de front des gens issus uniquement de certaines régions d'origine, tout au moins, et de certains départements d'origine. Et ça n'a rien à voir avec l'effectif de l'armée. Parce que si nous prenons même l'effectif de notre armée, arrondissement après arrondissement ou département après département, vous verrez que des gens qu'on envoie au front ne sont pas les plus nombreux dans l'effectif général de notre armée. C'est à dessein. Pourquoi? Pourquoi on doit choisir une catégorie de personnes, une catégorie d'individus pour envoyer au front dans une armée qui regroupe toutes les tribus du pays? On peut évoquer quand même, monsieur le commissaire, que si on choisit ces personnes, c'est peut-être parce qu'elles sont plus aguerries. Non, ce n'est pas une histoire d'aguerris. La formation, elle est unique pour tout le monde. Elle est unique pour tout le monde. Il ne faut pas se leurrer, M. Moda. On garde certaines personnes ou des personnes issues de certaines régions parce qu'en réalité, ces personnes doivent attendre le moment venu pour défendre le régime. Si on vous écoute, monsieur le commissaire, si on vous écoute, en réalité, pour vous, au sein de l'armée, il y a une épuration qui dit pas son nom. On choisit des personnes en fonction de leur origine tribale ou ethnique, et ce sont elles qu'on envoie comme des chairs à canon au front. Effectivement. Il faut, dès aujourd'hui, je l'ai dit, dès aujourd'hui, au cas où, bon, il y a quelques jours encore, au nord-ouest, où 5 ou 6 gendarmes sont tombés, vous allez effectivement, prenez les noms, collez les noms de ces victimes dans leur département ou arrondissement d'origine. Vous verrez quelque chose.
Bon, on m'a dit également que une brigade a été attaquée à Oum. Vous verrez, M. Moda, ce n'est pas une affaire du hasard. Ce n'est pas une affaire du hasard. C'est une affaire d'épuration. Et moi, j'interpelle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aux hommes en tenue, que quand on est dans les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas synonyme d'être bête. Ce n'est pas synonyme d'être bête. On a un cerveau. Et ce cerveau doit fonctionner. On doit se poser des questions pour trouver des bonnes réponses. Est-ce qu'un militaire, par exemple, peut émettre, on va dire, un droit de réserve pour ne pas obéir aux injonctions faites par sa hiérarchie? Oui. Oui, M. Mouda. Et s'encadrer par une disposition législative. M. Mouda, notre armée, il faut toujours dire quelque chose. Je vous prends seulement un simple cas. Hier encore, je disais que quand c'est mauvais, on envoie au front les généraux, par exemple, Eton, comme Ea Nkwatanga à l'époque, à Douala, à Bamenda. Après, on a envoyé Nouma Melingi à Boya, et puis on a envoyé un cavalaire à Bamenda. Et puis après ça, après le cavalaire à Bamenda, on a envoyé Dobé Créo à Bamenda et autres. Monsieur Mouda, il faut qu'à un certain moment, l'élite militaire s'interroge. Il faut qu'elle se pose des vraies questions pour trouver de bonnes réponses. Si on comprend, en réalité, l'armée camerounaise aujourd'hui, dans sa globalité, ou alors juste quelques groupuscules, est une armée au service d'un État génocidaire. Effectivement, et c'est pour ça que ce qui va se passer après les événements de cette post-élection, ça sera très difficile, par exemple, pour les officiers supérieurs de l'armée camerounaise de faire des stages militaires à l'extérieur. Parce que l'image que notre armée donne aujourd'hui, elle ne peut pas. Les officiers supérieurs, ils viendront faire des formations, des stages à l'extérieur. Certainement, beaucoup ne le savent pas. Ceux qui sont impliqués dans ce qui s'est passé ou ce qui se passe au Cameroun peuvent être poursuivis. Une fois qu'ils sont venus en stage à l'extérieur, ils peuvent être poursuivis. Il peut. Bon. Je crois que beaucoup ont donc suivi. Quand vous avez le fusil, vous rigolez, vous êtes plus puissant, mais les conséquences sont désastreuses par rapport à ceux qui sont cachés derrière, qui veulent le pouvoir, qui exercent le pouvoir par effraction et qui, bien évidemment, ont déjà fait le véritable coup d'État constitutionnel tel que Ngongo, Chantal Biambounda Yolo et tout ce gang-là.